Le dopage en boxe ne rajoute pas juste des performances, il déplace la frontière entre effort, dommage et survie. Et comme ce sport repose sur un objectif paradoxal, infliger un traumatisme contrôlé, tout en restant soi-même fonctionnel. Tout ce qui augmente la puissance, la vitesse, la résistance ou la capacité à répéter les chocs a un effet mécanique sur la violence réelle du ring. Chez le boxeur dopé, l'impact le plus évident n'est pas seulement l'augmentation de la force, mais la possibilité de produire des actions explosives plus souvent, plus tard dans le combat, avec moins de dégradation visible, là où un athlète propre voit sa précision se dégrader avec la fatigue. Bras lourds, timing qui s'effondre, garde qui s'ouvre, certaines substances maintiennent un niveau d'intensité anormalement stable, plus de volume, plus de rounds gagnés à l'usure, plus d'échanges prolongés. Or, en boxe, l'usure n'est pas une métaphore. Ce sont des impacts répétés sur le cerveau, les yeux, la mâchoire, le foie, les mains, et surtout sur la capacité du système nerveux à encaisser et récupérer. Quand le dopage retarde la fatigue, il retarde aussi les signaux d'alarme qui conduisent un combattant à réduire le rythme, à clincher, à survivre plutôt qu'à s'engager. Ce simple décalage suffit à changer la nature du risque. Un athlète qui peut continuer à se battre, comme au début, après avoir déjà subi des commotions subcliniques, accumule davantage de dégâts sans que l'arbitre le coin, ni parfois lui-même ne perçoive la bascule. La boxe est particulièrement sensible à deux axes dopants, la production de force-vitesse, explosivité, puissance de frappe, fréquence gestuelle et la tolérance à l'effort. Cardio, récupération entre les rounds, capacité à tenir un rythme élevé. Quand ces deux axes montent ensemble, le ring devient un environnement où les échanges s'intensifient et se densifient. Plus de frappes significatives par minute, plus de séquences longues, plus de fins de round chargées, alors que l'adversaire est censé respirer et se réorganiser. Le public voit du spectacle, mais la réalité biomécanique est simple. Chaque coup supplémentaire augmente la probabilité d'un événement aigu, chaos, hémorragie, fracture orbitaire, et surtout d'un dommage cumulatif, microlésions axonales, troubles visuels, dégradation de l'équilibre, ralentissement cognitif. La dimension la plus insidieuse est que le dopage peut améliorer la robustesse apparente. Le boxeur ne tombe pas, ne plie pas, ne montre pas de signes. Donc on le laisse continuer. Mais cette résistance peut être un piège. Encaisser mieux n'est pas encaisser sans coup. C'est parfois encaisser plus, longtemps, avant que l'addition neurologique ne se paie. Le dopage peut donc paradoxalement réduire le nombre de défaites par KO chez certains, car ils tiennent, tout en augmentant le total de traumatismes cérébraux reçus sur une carrière, ce qui est exactement le scénario le plus toxique à long terme. Sur la santé, l'effet n'est pas un risque en plus, c'est une superposition de risques. Les produits visant la masse et la force, stéroïdes anabolisants, agents apparentés, s'accompagnent de risques cardiovasculaires et métaboliques. Tension artérielle, dyslipidémie, hypertrophie cardiaque, arrhythmies, thromboses, les produits d'endurance et de transport d'oxygène, EPO et assimilés, manipulation sanguine, augmentent le risque de viscosité sanguine, d'événements thromboemboliques, d'accidents cardiovasculaires, et dans un sport où la déshydratation par perte de poids est fréquente. L'addition, déshydratation, plus hématocrite, élevé, plus effort maximal est une combinaison objectivement dangereuse. Les stimulants, amphétaminiques et autres, augmentent l'agressivité motrice, la prise de risque, la température corporelle, la fréquence cardiaque et altèrent parfois le jugement. En boxe, altérer le jugement signifie attaquer quand il faudrait gérer, ignorer un symptôme ou se croire lucide quand on ne l'est pas. Les produits de récupération, antidouleurs et anti-inflammatoires, ouvrent un autre problème. Masquer la douleur, c'est supprimer un système de frein. Un poignet fissuré, une main fracturée, un tendon inflammé deviennent des détails gérables, jusqu'au moment
où la lésion se transforme en rupture ou en dégâts chroniques. Là encore, c'est structurel. La boxe récompense le dépassement, donc tout ce qui anesthésie le coût immédiat, pousse naturellement vers des décisions plus destructrices. Il faut aussi comprendre l'effet sur la fabrication du boxeur. Le dopage n'agit pas seulement le soir du combat, il agit pendant les camps d'entraînement, où se décide en réalité la performance. Un athlète dopé peut supporter des volumes de sparring et de préparation plus élevés, récupérer plus vite, répéter des séances très dures sans s'effondrer. Cela peut produire un avantage massif, mais avec un revers spécifique à la boxe. Plus de sparring intense, c'est plus de coups à la tête hors compétition, donc plus de charges neurologiques totales. Beaucoup de dégâts cérébraux en sport de frappe ne viennent pas d'un chaos spectaculaire, mais de milliers d'impacts moyens accumulés. Si le dopage permet d'en faire davantage, il peut accélérer la dégradation cognitive, même si la carrière semble mieux tenue. Le dopage devient alors un amplificateur du modèle de travail déjà le plus dangereux du sport, répéter la guerre à l'entraînement pour être prêt à la guerre en compétition. Sur l'équité sportive, la boxe a une particularité qui rend le dopage moralement plus explosif que dans d'autres disciplines. L'avantage n'est pas seulement de gagner un chrono ou un record, c'est d'augmenter la capacité à infliger des dommages à un être humain. L'injustice n'est donc pas abstraite, elle est corporelle. Si deux athlètes s'affrontent et que l'un bénéficie artificiellement de puissance, de densité musculaire, de récupération ou d'endurance, l'autre n'affronte plus un meilleur boxeur. Il affronte une asymétrie de dommages potentiels. Et cette asymétrie crée une spirale. Si les boxeurs pensent que tout le monde triche, alors le choix rationnel pour rester compétitif devient de tricher aussi. Ce mécanisme de course à l'armement existe partout, mais en boxe, il se traduit par une hausse du risque collectif. Plus d'athlètes dopés impliquent non seulement des combats plus durs, mais aussi des entraînements plus durs, des seuils d'arrêt plus tardifs et une normalisation de la prise de produits chez des jeunes qui n'ont ni l'encadrement médical ni la maturité pour mesurer les conséquences. Le dopage ne corrompt pas seulement une compétition. Il restructure la culture du gym autour de l'idée que le corps est inconsommable. Il y a aussi un effet psychologique et comportemental rarement discuté proprement. Certaines substances modifient l'humeur, l'impulsivité, la confiance, la tolérance au risque et parfois l'irritabilité. En boxe, où la prise de décision instantanée détermine si l'on sort d'une ligne de tir ou si l'on reste dans l'échange, une petite altération de l'impulsivité peut suffire à transformer un style. Chercher le chaos à tout prix, forcer des échanges inutiles, ignorer une stratégie prudente. L'avantage n'est pas forcément technique, mais il peut amplifier les défauts dangereux. Un boxeur déjà agressif devient moins contrôlable. Un boxeur déjà fragile émotionnellement devient plus instable. Même quand cela ne se voit pas, le dopage peut donc influencer la trajectoire de carrière. Plus de blessures, plus de camps trop chargés, plus de décisions irrationnelles et parfois un effondrement brutal quand l'arrêt des produits ou les sanctions arrivent. Enfin, à l'échelle du sport, le dopage altère la confiance dans le mérite et dans la sécurité. Il pousse les promoteurs à vendre des combats plus extrêmes parce que l'intensité dopée se confond avec le talent. Il pousse les boxeurs à prendre des risques sanitaires pour ne pas être éliminés économiquement. Il pousse les instances à gérer un dilemme permanent entre spectacle et contrôle. Historiquement, on retrouve la même logique dans d'autres sports de contact. Quand la performance artificielle devient la norme implicite, la sélection naturelle du haut niveau favorise ceux qui acceptent le coût biologique le plus élevé. À long terme, cela ne produit pas un sport meilleur, mais un sport plus coûteux en santé, plus cynique dans ses incitations et plus fragile dans sa légitimité. En boxe, le dopage est une technologie de déplacement du risque. Il augmente la capacité à générer et à soutenir la violence. Il masque ou retarde les signaux qui protègent normalement l'athlète. Il ajoute des risques médicaux propres, cardiovasculaires, hormonaux, neuropsychiques, et il crée une dynamique collective qui pousse les autres à suivre. Le boxeur dopé peut paraître plus dominant à court terme, mais le coût est souvent payé ailleurs, dans le cerveau, dans le cœur, dans la longévité fonctionnelle et dans une culture sportive où l'optimisation chimique finit par remplacer la maîtrise jusqu'au moment où le sport lui-même devient indéfendable.
autrement que par le spectacle. Le dopage en boxe ne modifie pas simplement les performances mesurables, il transforme la logique même du combat, car ce sport repose sur un équilibre fragile entre efficacité, contrôle et intégrité corporelle. Toute substance qui augmente la puissance, la vitesse, l'endurance ou la récupération agit mécaniquement sur la violence produite et subie. Là où un boxeur non dopé voit la fatigue dégrader sa coordination, son timing et sa lucidité, le dopage peut maintenir artificiellement un niveau d'intensité élevé, prolongeant les échanges et repoussant les limites naturelles de l'organisme. Cette capacité à frapper fort plus longtemps, à enchaîner sans baisse visible, ne signifie pas une réduction du danger, mais au contraire une densification des impacts. Davantage de coups significatifs, davantage de séquences prolongées, et donc une accumulation accrue de traumatismes, en particulier au niveau cérébral. En boxe, la fatigue joue normalement un rôle régulateur. Elle force à ralentir, à clincher, à survivre. En la retardant, le dopage retarde aussi les signaux d'alerte, ce qui peut conduire un boxeur à continuer à s'exposer, alors que les dommages neurologiques sont déjà présents, mais invisibles. L'un des effets les plus insidieux du dopage est cette illusion de robustesse. Un boxeur qui encaisse mieux ne subit pas moins de dégâts. Il peut simplement en subir plus longtemps avant de s'effondrer. Sur le plan neurologique, cela favorise l'accumulation de microlésions, de commotions subcliniques et de perturbations cognitives progressives qui ne se traduisent pas immédiatement par un chaos, mais par une dégradation lente et durable des fonctions cérébrales. À long terme, ce scénario est souvent plus destructeur qu'un arrêt net et précoce, car il prolonge l'exposition au traumatisme tout au long de la carrière. Le dopage agit alors comme un amplificateur du modèle le plus dangereux de la boxe. Répéter les impacts sans que le corps n'impose ses limites naturelles. Sur le plan physiologique général, le dopage superpose des risques à un sport déjà extrême. Les substances visant la force et la masse augmentent les contraintes cardiovasculaires, hormonales et métaboliques. Les produits améliorant l'endurance ou le transport de l'oxygène épaississent le sang et accroissent les risques thromboemboliques, risques encore aggravés par la déshydratation fréquente liée aux pertes de poids. Les stimulants modifient la prise de décision, l'agressivité et la perception de la fatigue, ce qui peut pousser à des choix tactiques dangereux comme forcer des échanges inutiles ou ignorer des signes de commotion. Les antidouleurs et anti-inflammatoires, souvent banalisés, posent un autre problème structurel. Masquer la douleur revient à désactiver un mécanisme de protection. Des blessures qui devraient imposer l'arrêt deviennent supportables à court terme au prix de lésions chroniques ou irréversibles à moyen et long terme. Le dopage agit aussi en profondeur sur la fabrication du boxeur, bien avant le combat, en permettant des charges d'entraînement plus élevées et une récupération accélérée. Il autorise davantage de sparring intensif. Or, une grande partie des dommages cérébraux en boxe ne survient pas en compétition, mais à l'entraînement, dans la répétition quotidienne de coups modérés mais incessants. Si le dopage permet d'augmenter ce volume, il augmente mécaniquement la charge traumatique totale. Le boxeur peut sembler plus solide, plus constant, mais cette solidité est souvent obtenue au prix d'une usure silencieuse. Sur le plan éthique et compétitif, la spécificité de la boxe rend le dopage particulièrement problématique. L'avantage obtenu n'est pas abstrait, comme un meilleur temps ou une performance chiffrée, mais une capacité accrue à infliger des dommages physiques à un adversaire. L'injustice devient corporelle. Cette asymétrie alimente une logique de course à l'armement. Si le soupçon de dopage devient la norme implicite, la tentation de suivre devient rationnelle pour rester compétitif. À l'échelle du sport, cela entraîne une hausse globale du risque, une banalisation des pratiques dangereuses et une pression accrue sur les plus jeunes qui entrent dans cette logique sans encadrement médical réel ni vision à long terme. Enfin, le dopage modifie la culture même de la boxe. Il brouille la frontière entre maîtrise technique et surenchère physiologique, entre intelligence du combat et intensité brute. À court terme, il peut produire du spectacle, des combats plus durs, plus rapides, plus violents. À long terme, il fragilise la légitimité du sport, augmente le coût humain et sélectionne ceux qui acceptent de sacrifier le plus leur santé pour survivre économiquement. Dans ce cadre, le dopage n'est pas seulement une triche individuelle, mais un facteur systémique qui déplace le risque, déforme les incitations et transforme progressivement le corps du boxeur en variable d'ajustement. En boxe plus qu'ailleurs, optimiser chimiquement, la performance revient souvent à optimiser la vitesse à laquelle le corps et l'esprit se dégradent.
Le dopage n'est ni une simple aide, ni un raccourci anodin. C'est une intervention directe sur les lois internes de l'adaptation biologique, visant à forcer le corps à produire plus de force, plus longtemps avec moins de signaux d'arrêt, là où l'entraînement négocie avec la physiologie, le dopage impose. Sur le plan strictement fonctionnel, le dopage agit sur 4 leviers fondamentaux. Production d'énergie, construction tissulaire, transmission nerveuse, récupération. Tout le reste en découle. Les stéroïdes anabolisants androgènes sont conçus pour biaiser l'équilibre anabolisme-catabolisme. Ils augmentent la capacité du muscle à retenir l'azote, à synthétiser des protéines contractiles, à épaissir les fibres rapides. Le résultat visible est la force brute, la densité musculaire, la tolérance à l'entraînement intensif. Langage simple. Le muscle reçoit en permanence le message « construit », même quand il devrait se reposer. Langage technique. Activation prolongée des récepteurs androgènes, surstimulation de la transcription génique liée à l'hypertrophie, inhibition relative des voies cataboliques. Effet systémique. Le corps s'adapte aux produits, pas l'inverse. L'axe hormonal naturel se met en veille, créant une dépendance fonctionnelle. Les agents agissant sur l'oxygénation ne rendent pas plus fort, ils rendent moins limités. En augmentant la capacité du sang à transporter l'oxygène, ils repoussent le seuil où l'effort devient insoutenable. Traduction concrète. La fatigue arrive plus tard, mais elle arrive plus violemment quand le système sature. Conséquence structurelle. Le cœur, les vaisseaux et le sang ne sont plus synchronisés selon un équilibre naturel. La performance progresse, la marge d'erreur disparaît. Certains produits n'augmentent ni le muscle ni l'endurance, mais désinhibent le système nerveux. Ils permettent de recruter plus d'unités motrices, plus longtemps, avec moins de signaux de protection. Effet direct, gain de force instantané, explosivité accrue, perception de puissance. Effet caché, le système de sécurité biologique est court-circuité. Les tendons, les ligaments et les articulations paient la différence. Le dopage moderne ne vise pas uniquement la performance, mais la densité d'effort dans le temps. Réduire l'inflammation, accélérer la réparation, masquer la douleur, permet d'augmenter la fréquence et la violence des charges. Paradoxe central. Le corps progresse plus vite, mais apprend moins. L'adaptation devient artificielle, fragile, conditionnée. Le dopage modifie la structure corporelle, mais aussi la perception de soi. La force devient un état chimique. La confiance, un effet secondaire. La perte du produit entraîne souvent une chute identitaire. Sur le plan neuropsychologique, ça touche l'altération de l'impulsivité, la modification de l'agressivité, la dépendance au sentiment de puissance. Ce n'est pas seulement le corps qui change, et c'est la hiérarchie interne des priorités. Le dopage est défini et encadré par des instances comme Agence mondiale antidopage, non pas pour des raisons morales, mais parce qu'il fausse la lecture des capacités humaines et crée des asymétries irréversibles. Le cœur du problème n'est pas tricher, mais déplacer les frontières du vivant sans en assumer les conséquences à long terme. Le dopage n'augmente pas seulement la performance. Il reprogramme le rapport entre effort, résultat et identité. Il transforme la biologie en variable ajustable, avec des gains réels, mesurables, mais jamais neutres. Le dopage réel n'est presque jamais monolithique. Il fonctionne par cycle, combinaison et compensation. Un produit crée un gain principal. Un second corrige un effet secondaire. Un troisième protège un organe. Un quatrième masque un marqueur biologique. Chaque molécule corrige la faiblesse de la précédente, mais augmente la complexité du système, donc le risque global. Plus on optimise, plus on fragilise l'ensemble. Cette logique transforme l'athlète en système pharmacologique dynamique, où la performance dépend de la précision chimique, plus que de la capacité biologique. Brute. Le microdosage repose sur un principe clé, ne jamais sortir des seuils de détection, tout en maintenant une stimulation chronique. Les effets réels et le gain marginal mais constant. Absence de pic visible. Normalisation artificielle de la performance élevée. Les effets pervers que ça a, c'est que le corps ne connaît plus d'état neutre. La ligne de base devient chimique. À long terme, la performance ne chute pas brutalement.
Elle s'effondre dès que l'apport cesse, révélant une dépendance structurelle, non psychologique. Contradiction centrale du dopage anabolisant. Le muscle s'adapte plus vite que les tissus de liaison. Conséquences mécaniques. Tendons plus rigides, élasticité réduite. Seuil de rupture abaissé. En langage clair, la force dépasse la capacité de transmission. C'est ici que naissent les ruptures inexplicables. Le moteur progresse, le châssis non. L'augmentation artificielle de l'activation nerveuse modifie la perception du risque, pas seulement la performance. Les effets observables sont la prise de décision plus agressive, diminution de l'auto-inhibition, augmentation de la tolérance à la douleur. Les effets invisibles est que le cerveau apprend une nouvelle norme de puissance, puis la réclame. Ce n'est pas une addiction classique, c'est une désadaptation fonctionnelle. Dans les sports de force, le dopage vise la domination mécanique immédiate. Dans les sports d'endurance, il vise la stabilité métabolique prolongée. Mais le point commun reste identique. Repousser artificiellement les signaux d'arrêt biologique. La différence n'est pas morale, elle est physiologique. Rupture brutale en force, effondrement progressif en endurance. Les systèmes de contrôle évoluent plus lentement que les stratégies de dopage. Non par incompétence, mais par asymétrie structurelle. Une molécule peut être modifiée plus vite qu'un protocole de détection. C'est pour cela que des instances comme Comité international olympique parlent désormais de profil biologique, non de simples tests ponctuels. Mais même ce système a une limite. Il détecte l'anomalie, pas toujours la cause. Le point critique n'est pas médical, il est adaptatif. Quand un organisme ne sait plus maintenir une performance élevée sans aide externe, il ne régresse pas. Il change de régime de fonctionnement. À ce stade, arrêter ne signifie pas revenir en arrière, mais changer de corps. Le dopage n'agit jamais sur un terrain neutre. Il amplifie ce qui est déjà présent. La génétique détermine la densité des récepteurs hormonaux, la sensibilité neuronale, la capacité de récupération, la tolérance au déséquilibre. Le corps ne reçoit jamais le même message chimique. Les polymorphismes génétiques influencent l'expression des récepteurs androgènes, la vitesse de métabolisation hépatique, la réponse inflammatoire et la plasticité neuromusculaire. Cela a des conséquences directes car certains progressent vite et longtemps. D'autres stagnent puis cassent. Le dopage ne crée pas l'exception. Il révèle brutalement les limites individuelles. Dans toute population dopée, une hiérarchie apparaît rapidement. Répondeurs élevés, gains rapides. Effets secondaires tardifs, illusion de contrôle. Répondeurs moyens, progression instable. Nécessité d'augmenter ou de multiplier les produits. Mauvais répondeurs, bénéfices limités, coûts biologiques élevés. Erreur fréquente est de croire que la dose compense la mauvaise réponse. La réalité, c'est que la dose accélère la dégradation, pas l'adaptation. Concernant le mythe de l'égalité pharmacologique, une idée persiste, à dopage égal, chance égale. C'est faux. Même sous protocole similaire, les corps divergent. Le dopage homogénéise l'apparence, pas les structures internes. Résultat paradoxal, plus le niveau est élevé, plus la génétique redevient déterminante. Le dopage réduit l'écart à court terme. Il l'accentue à long terme. Une partie du dopage moderne ne viole pas formellement les règles. Il s'abrite derrière des termes comme optimisation, supplémentation avancée, soutien hormonal. Distinction essentielle. Légal ne signifie pas neutre. Autorisé ne signifie pas sans conséquence. Le cadre est défini par des instances comme Agence nationale de sécurité du médicament, mais la biologie, elle, ne reconnaît pas les catégories juridiques. Un produit peut être légal aujourd'hui, délétère demain. Le corps encaisse avant que la règle ne change. Les suppléments ne sont pas tous anecdotiques. Certains modulent réellement la récupération, la congestion, la perception de l'effort. Mais leur logique est cumulative. Pris seul, effet modeste. Empilé, effet systémique. Ils préparent de souvent le terrain au dopage plus lourd. Habituation à l'intervention externe, dépendance au contrôle chimique, refus de la variabilité naturelle. À un certain niveau, la performance cesse d'être un résultat. Elle devient une condition. L'athlète ne se demande plus « que puis-je faire ?» mais « que se passe-t-il si j'arrête ?» C'est ici que le dopage quitte le domaine sportif pour entrer dans le domaine existentiel.
Peur de la normalité, rejet de la limite, refus de la décroissance. Le dopage accélère l'adaptation, mais ne répare ni le temps, ni l'usure cumulative, ni la dette biologique. Les tissus vieillissent. Les systèmes compensent. Puis ils saturent. La performance chute rarement par manque de produits. Elle chute par épuisement de la capacité à compenser. Le dopage vise la performance maximale à court et moyen terme. La longévité vise la stabilité fonctionnelle à long terme. Ces deux objectifs entrent mécaniquement en tension. Sur le plan biologique, le dopage accélère les cycles, croissance, stress, réparation, surcharge. Cette accélération augmente la dette adaptative. Le corps compense tant qu'il peut, puis priorise la survie au détriment de la performance. En langage clair, le corps tolère l'excès, mais ne l'oublie pas. Certains produits induisent un remodelage du cœur et des vaisseaux. Au début, cela ressemble à une adaptation fonctionnelle. Débit augmenté, pression maîtrisée, rendement amélioré. Avec le temps, la frontière se brouille. Rigidification vasculaire, hypertrophie cardiaque non proportionnelle, perte de réserve adaptative. Ce n'est pas l'événement aigu qui pose problème, mais la chronicité. Le système devient performant, puis fragile. Dans les sports de combat, le dopage n'augmente pas seulement la force ou l'endurance. Il augmente la violence absorbée et infligée. Les effets directs sont des coups plus lourds, enchaînements plus fréquents, récupération neurologique raccourcie. Les effets différés est que le cerveau, déjà soumis aux microtraumatismes répétés, perd ses marges de réparation. La chimie n'empêche pas l'usure neuronale, elle l'accélère indirectement. Les fédérations et comités médicaux, sous l'égide d'instances comme Comité international olympique, reconnaissent aujourd'hui que la performance dopée modifie la cinétique des dommages, pas seulement leur intensité. Il existe des profils qui traversent des carrières dopées sans effondrement visible immédiat. Ce phénomène nourrit le mythe du contrôle total. Le capital génétique est élevé, exposition plus courte que perçue, effet différé, hors champ médiatique, coût reporté après la carrière. L'absence de symptômes n'est pas l'absence de dette. C'est un décalage temporel. La frontière entre soins et dopage est conceptuelle, pas biologique. Un produit prescrit pour corriger une déficience peut devenir dopant s'il dépasse la restauration fonctionnelle. Le critère central est que restaurer une fonction n'est pas de dépasser une capacité. Le problème n'est pas l'outil, mais l'objectif. Le corps, lui, ne distingue pas l'intention. Avec l'âge, la plasticité diminue. Les mêmes produits produisent moins d'effets, mais plus de perturbations. Le paradoxe final est ce qui a permis de rester au sommet, empêche parfois de vieillir normalement. La masse musculaire peut persister, mais la coordination, l'élasticité, la régulation fine déclinent. Le dopage peut modifier la vitesse, la force, la durée, la tolérance à l'effort. Il ne peut pas modifier le temps, la finitude biologique, la capacité infinie de réparation, l'architecture fondamentale du vivant. Il n'abolit pas la limite, il la déplace temporairement. À ce stade, le dopage apparaît non comme une triche simpliste, mais comme une stratégie de négociation violente avec la biologie, efficace, mesurable, mais structurellement coûteuse. Le dopage n'est plus un phénomène strictement sportif. Il est devenu un modèle implicite de performance sociale. Même logique, même structure, objectifs élevés, temps limité, compétition permanente, intolérance à la stagnation. Le corps devient un outil à optimiser, non un système à préserver. Le sport n'a pas créé cette logique, il l'a rendue visible. À haut niveau, la performance n'est plus une fin, mais un actif économique. Sponsors, droits, contrats, audience. Chaque pourcentage de performance a une valeur monétaire. Conséquence mécanique est que le risque est individualisé. Le bénéfice est collectif. Dans ce cadre, le dopage cesse d'être une déviance individuelle. Il devient une réponse rationnelle à une incitation structurelle. Ce n'est pas l'athlète qui triche, c'est le système qui récompense la prise de risque biologique. Le phénomène ne descend pas par imitation naïve, mais par normalisation progressive. L'élite repousse les limites. Le semi-pro imite pour rester compétitif,
L'amateur adopte pour ne pas être désavantagé. Le grand public consomme pour l'esthétique, la confiance, la productivité. La frontière entre sport, santé et image corporelle se dissout. Une distinction utile apparaît. Dopage de résultats, gagner, battre, dominer. Dopage d'apparence, sembler fort, jeune, performant. Dopage fonctionnel, travailler plus, dormir moins, récupérer plus vite. Ces catégories partagent les mêmes leviers biologiques. Seule l'intention change. Le corps, lui, paie de la même manière. La médecine moderne repousse déjà certaines limites naturelles. Douleur, fatigue, dépression, vieillissement. La question n'est donc pas « faut-il intervenir ?», elle est « jusqu'où, pour qui et à quel prix cumulatif ?» C'est précisément sur cette zone grise que le dopage prospère, entre soins, amélioration et optimisation. Des institutions comme Organisation mondiale de la santé rappellent que l'amélioration n'est pas synonyme de santé, mais le langage commercial brouille volontairement cette distinction. Le dopage de demain ne ressemblera pas à celui d'hier. Tendance lourde, modulation génétique, manipulation de l'expression génique, optimisation cellulaire ciblée, intervention précoce, invisible, durable. Le dopage génétique ne vise plus à ajouter une substance, mais à modifier la réponse du corps lui-même. À ce stade, la détection devient secondaire. La question devient philosophique et politique. Qu'est-ce qu'un corps humain normal ? Le risque majeur n'est pas la disparition des règles, mais leur contournement par le coût. Quand l'amélioration devient technologique, ceux qui peuvent payer augmentent, ceux qui ne peuvent pas restent biologiquement bruts. Le dopage change alors de nature. Il ne fausse plus seulement la compétition sportive, il stratifie le vivant. Une société qui valorise exclusivement la performance, la jeunesse, la productivité et la domination mesurable finit par considérer la limite biologique comme une erreur à corriger. Le dopage devient alors logique, presque moralement neutre. C'est ici que le débat quitte le terrain médical pour devenir civilisationnel. Nous avons dépassé le produit, l'athlète et le sport. Nous sommes désormais dans le modèle social, l'économie du corps, la transformation du vivant en variable d'optimisation. C'est ici que cette vidéo se termine. Je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir pris le temps de la regarder intégralement. Votre soutien est ma plus grande motivation. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à manifester votre intérêt et à rejoindre la communauté. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour me faire savoir que vous avez apprécié ce travail. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Partagez cette vidéo avec vos amis ou toute personne que cela pourrait intéresser. Laissez un commentaire ci-dessous pour me donner votre avis, poser une question ou suggérer un sujet pour une future vidéo. J'ai hâte de vous lire. Un grand merci encore pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure.